quand on est sédimentologue des carbonates, ben, on a un pied un petit peu dans le monde de la biologie, on a un pied un petit peu dans le monde de la géophysique, de la géodynamique, de la tectonique. Hein. C'est vraiment un ensemble sur lequel on travaille. Alors aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler de ce qui m'amuse pour le moment. Donc, ce sont les microbialites. Hein. C'est une petite incursion, comme l'a dit Marcus, dans l'actuel. Mais je ne vais pas y rester très très longtemps parce que l'ancien est encore plein de questionnements et d'intérêts. Donc je vais y retourner, y replonger progressivement. Donc là, je vous ai mis différentes illustrations de ce que peuvent être, de ce qu'on entend, qu'est-ce que c'est. Je vais vous redéfinir après brièvement ce que c'est qu'une microbialite. Mais là, déjà, vous en avez quelques illustrations. Alors récentes, comme dans le Grand Lac Salé ou à Cuba dans des lagunes. Et puis, on va aller vers des dépôts un petit peu plus anciens, alors même très très anciens, puisque vous voyez que ce sont des dépôts qu'on retrouve dans le précambrien. Et puis je saute, je fais vraiment un saut quantique d'échelle des temps, puisque là je suis allée dans le précambrien, puis là je remonte un petit peu, je suis dans le Mésozoïque avec le Trias, et puis je suis dans le Cénozoïque avec les Limagnes. Tout ça pour vous dire qu'effectivement il y a quand même un intérêt à étudier ces objets-là. C'est que on les retrouve depuis toujours, et puis à l'histoire, c'est l'origine de l'histoire de notre planète. Les premiers organismes vivants qui proliféraient sur Terre étaient constitués par ces micro-organismes qui ont été préservés plus ou moins, on va le voir ensemble, puisque c'est l'objet de ma présentation, dans le registre fossile. Alors avant d'aller plus loin, on va partir de l'objet, effectivement. Moi déjà d'entrée de jeu, je suis partie sur ce que c'est que ce terme un peu compliqué, microbialite. Alors dans microbialite, il y a micro et bio. Donc c'est tout ce qui est organisme de petite taille. Mais aussi, en fait, il y a microbial. Donc tout ce qui est microbien. Donc vous voyez ce sur quoi je vais faire ma présentation. On va essayer de regarder comment ces organismes microbiens ont joué un rôle sur l'histoire de notre planète et comment ils ont été préservés dans le registre fossile, et ils nous livrent aujourd'hui beaucoup d'informations sur le fonctionnement de notre planète. Donc c'est quoi une microbialite? C'est ce qu'on appelle une structure organo-sédimentaire, puisqu'on a encore les preuves, on va dire, d'une activité organique dans ces roches qui est préservée, et donc qui résulte de la prolifération de toute une série de communautés microbiennes. On reviendra un petit peu là-dessus, surtout quand on travaille dans l'actuel, et qui ont des capacités de liaison, de piégeage des particules sédimentaires, ce qui fait qu'on va pouvoir construire ce genre d'objet. Mais alors ça vient d'où une microbialite? Eh bien, en fait, l'origine de ces dépôts-là, hop là, en fait, je vais utiliser ça, ce sera un petit peu mieux, hop. On va le faire dans le bon sens. Voilà. Donc l'origine de ces dépôts, donc ça vient de ce qu'on appelle des tapis microbiens, qui sont des structures laminées, organosédimentaires, en fait, qui sont constituées par toute une foultitude, parce qu'il y en a énormément, de micro-organismes. Ça va du virus, du microbe, des bactéries qui sont associés et qui répondent à différentes activités métaboliques. Et ces activités métaboliques, ce sont elles, en fait, qui vont contribuer à la préservation dans le registre fossile. Parce que ces organismes vont se développer, ils vont participer d'une certaine façon à la précipitation du carbonate de calcium, je vais revenir dessus, et puis ils vont être préservés dans le registre fossile. Donc, vous voyez que ces structures, parfois, elles présentent des aspects comme ici non minéralisés. Donc on a affaire à ce qu'on appelle un gel microbien. Donc ici, vous avez une boue carbonatée, puis par-dessus, vous avez à peu près 5-6 cm de ce gel microbien. La question étant de savoir si ce gel, un jour, va minéraliser et pouvoir être préservé dans le registre fossile. Vous avez d'autres structures qu'on appelle des MIS, qui sont en fait des structures d'origine microbienne, mais qui sont non minéralisées et dont on a préservé en fait la marque, l'empreinte. En fait, ce serait comme un ichnofaciès, vous savez, une trace fossile qui est faite dans le sédiment. Donc en fait, ici, on aurait l'empreinte de cette activité, mais là encore, on n'a pas de minéralisation. Et ça, en fait, on peut le trouver dans des environnements où on aura des carbonates, mais aussi on peut le retrouver dans des environnements où on aura une sédimentation essentiellement silicoclastique, détritique, terrigène. Donc rien à voir avec le carbonate.
Ensuite, vous avez les objets sur lesquels on travaille parce qu'ils enregistrent véritablement l'activité de ces bactéries, de ces cyanobactéries, et qui vont faire le piégeage et la minéralisation. Ici, pas de minéralisation. Par contre, on piège du sédiment, donc on préserve la structure. Et puis ici, en fait, il n'y a rien. Donc, est-ce que ceci va être préservé dans le registre fossile? Alors, par ailleurs, on s'est aperçu que ce n'était pas le tout d'avoir de la saturation en cet élément qui est le carbonate de calcium. Alors, carbonate de calcium, donc ça veut dire qu'il y a du calcium et il y a une molécule de CO2 qui est associée à ce calcium. Alors, la question qui est posée, c'est de savoir si, effectivement, on va pouvoir systématiquement former, précipiter ces carbonates de calcium, ou si, comme on l'a ici, vous voyez qu'on cherche ici la minéralisation associée à ces tapis microbiens. Et pourtant, on est dans des environnements tout à fait saturés, ça veut dire que les ions qui sont nécessaires à la précipitation du carbonate sont disponibles. Alors, ils sont disponibles, mais ils ne sont pas utilisés ou ils n'ont pas permis la minéralisation de ces objets-là. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quoi en fait? C'est quoi les facteurs qui permettent, qui favorisent? Est-ce que ces tapis microbiens, véritablement, sont ceux qui vont générer ce carbonate de calcium et vont participer à la préservation de ces dépôts-là? Ou alors, ce sont des facteurs complètement chimiques, abiotiques, qui vont permettre la préservation de ces structures? Alors pourquoi on s'est intéressé à ça? Là, je vais faire assez vite parce qu'il y en a aujourd'hui, donc ça c'est une représentation, il n'existe pas de carte de représentation dans le registre fossile, on est en train de travailler là-dessus en collaboration avec Total, mais ça c'est pour les dépôts actuels. Ça veut dire que quelle que soit la latitude à laquelle vous allez aller vous promener, aujourd'hui il est possible d'observer des mates microbiens, mais tous ne minéralisent pas. Donc, il est intéressant de comprendre pourquoi certains pourront un jour peut-être être préservés dans le registre fossile. Autre intérêt de ces dépôts, parce que ça fait maintenant, moi quand j'ai commencé à travailler un peu sur les microbialites, c'était il y a longtemps, parce qu'on vieillit tous, et on n'était pas nombreux. On était très très peu nombreux à travailler sur les microbialites, on était quelques fous. Et puis maintenant, si vous aviez participé à la session sur les microbialites la semaine dernière à l'IAS, la salle était bondée. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui marquent un intérêt pour ces dépôts-là. Et puis l'industrie, bien sûr, pétrolière n'y est pas pour rien, puisqu'on a des réserves d'hydrocarbures en association avec ces dépôts-là. Alors on en trouve partout, ça c'est la deuxième information intéressante, c'est-à-dire que vous pourrez aller en domaine continental et observer des structures microbiennes, et puis en milieu marin, que ce soit en domaine de plateformes relativement peu profondes, et puis dans tout ce qui est associé à des émanations de méthane ou de CO2 profond mantélique, où on va avoir des sorties ici, et des communautés microbiennes qui vont être tout à fait à même de proliférer dans ces environnements-là, et même de minéraliser et d'être préservés. Alors, autre raison, vous avez vu toutes les latitudes dans tous les environnements de dépôt, et puis aussi parce que ce sont les organismes qui ont peuplé notre planète il y a plus de 3,5 milliards d'années et qui ont été préservés véritablement bien dans le registre sédimentaire et qui en représentent donc des archives très intéressantes pour essayer de lire les environnements, les évolutions des communautés au cours du temps. Alors juste un petit, parce que j'aime bien montrer ce genre de relations, ça vous dit aussi pourquoi il est intéressant de les étudier. Donc là, j'ai remis les principaux organismes, en fait, avec les principales crises de la biodiversité qui sont représentées ici, et vous allez reconnaître trilobites, ammonites, dinosaures, etc. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est quand on replace tout ça en perspective, vous voyez qu'ici, on a un monde qui est le monde précambrien, qui est constitué pour l'essentiel par ces microbialites. Donc, il est intéressant, bien sûr, à ce titre-là de les étudier, puisqu'il y a eu des enjeux. Vous savez que ça a eu des impacts sur notamment l'oxygénation de notre atmosphère, et puis après sur la préservation des carbonates au cours des temps.
Alors, ça marche comment un tapis microbien? Parce qu'on va revenir sur du plus récent, sur de l'actuel. On va essayer de comprendre où et comment se fait la minéralisation et surtout, est-ce qu'on aura un jour le potentiel de pouvoir préserver ces tapis microbiens dans ce registre fossile. Alors, vous voyez que, en fait, si on travaille ici, et ça, c'est ce que Purification vous montrera dans un mois, vous avez des communautés qui sont très, très, très diversifiées, qui vont être à la fois dans ce tapis qui est un petit peu plus vert. Vert parce qu'on a essentiellement comme métabolisme la photosynthèse. On a un tapis ici qui est un petit peu plus rouge, vous le voyez, parce qu'en fait, on a essentiellement des bactéries de type qui font la réduction des sulfates ou qui vont oxyder les sulfides. Et puis, vous avez un tapis un petit peu plus sombre ici, où on va retrouver encore une fois ces bactéries sulfato-réductrices. Pourtant, en fait, quand on fait une étude de microbiologie, en fait, on retrouve les mêmes organismes dans tous les niveaux. C'est-à-dire que vous retrouverez des bactéries sulfato-réductrices ici, vous retrouverez des photosynthétiques bien sûr, vous retrouverez des photosynthétiques ici. Et simplement, il y en a qui sont plus activés que d'autres à un moment donné. Et c'est ce qui va générer cette différence de couleur. Donc la question qu'on s'est posée, c'était de regarder justement l'interaction qu'il pouvait y avoir, donc vous voyez qu'on entre véritablement dans le monde du vivant, hein, l'interaction de ces organismes entre eux pour pouvoir former quoi? Eh bien ces objets-là, c'est-à-dire qu'on va, à partir de ces tapis microbiens, on va faire des observations d'échelle macrométrique et puis à petite échelle, on va chercher les cristaux de carbonate de calcium qui vont précipiter, alors soit directement parce que le métabolisme de l'organisme guide et impose cette précipitation carbonatée, ou alors de façon tout à fait indirecte, parce que ce tapis microbien va se désagréger, et en se désagrégeant, va libérer des substances qui pourront à leur tour participer à la précipitation du carbonate de calcium. Alors il y a plein de littérature là-dessus, hein, avec différents objets, par exemple des termes que vous avez peut-être déjà entendus, de type stromatolite, de type thrombolite, où vous voyez que visiblement, dans les propositions qui sont faites, il y a différents types de bactéries qui peuvent contribuer à la structuration de ces objets-là. Donc stromatolite et thrombolite étant juste un aspect, on va dire, mésoscopique à échelle moyenne, que peuvent revêtir ces tapis microbiens quand ils sont minéralisés. Alors certains de mes collègues microbiologistes et sédimentologues des carbonates se sont intéressés, ont essayé de comprendre quel était l'impact du rôle du métabolisme des organismes sur la minéralisation du carbonate de calcium. Alors ils ont proposé de définir des paramètres intrinsèques, c'est-à-dire tous les paramètres qui sont liés à l'activité des organismes, c'est-à-dire comment un organisme, un microbe s'associe avec un autre, est capable, en changeant des conditions locales, c'est ce qui est représenté ici par composants externes, c'est-à-dire soit vous asséchez votre système, soit vous augmentez le pH, c'est-à-dire l'acidité du milieu dans lequel se développent vos tapis microbiens, tout ça induisant en fait une précipitation et une minéralisation. Soit parce que c'est le métabolisme, donc c'est l'horloge moléculaire de ces organismes qui impose et travaille dans le sens de la précipitation des carbonates, ou parce que leur environnement tout à fait proximal contribue à, on va dire, favoriser la minéralisation de ces objets-là. Alors, comment ça marche? Donc, les facteurs de contrôle intrinsèques. Alors, vous voyez, ici, vous avez votre communauté microbienne. Et en fait, c'est le métabolisme de ces organismes-là. Et on va voir que, suivant le type de métabolisme, c'est plus ou moins efficace pour la précipitation des carbonates. La photosynthèse est un mécanisme efficace pour précipiter des carbonates, mais seulement le jour. La sulfatoréduction est un mécanisme qui est efficace le jour et la nuit pour participer ou pour contribuer à la précipitation des carbonates de calcium. Donc vous voyez que suivant le métabolisme activé dans vos tapis, vous aurez une minéralisation qui sera plus ou moins efficace. Donc ça, c'est pour tout ce qui est activité intrinsèque. Et puis, vous avez tout ce qui est activité extrinsèque. Donc vous voyez qu'ici, en fait, ces bactéries sont entourées d'un voile, qui était déjà présent ici, et qui est constitué, c'est un gel, en fait, qui sont des substances polymériques qui sont fabriquées
par ces bactéries et elles s'entourent de ce gel. Alors c'est un aspect un peu gras, c'est huileux. Et la minéralisation va se faire ici, vous le voyez, au niveau de ce gel et non pas directement sur les bactéries. Et pourtant, c'est lié à l'activité, au métabolisme direct de ces cyanobactéries ou de ces bactéries. Alors, donc si on s'intéresse à ces facteurs, donc vous voyez que, alors je ne rentre pas dans le détail parce que je pourrais aller beaucoup plus loin, mais après ça devient vraiment un discours de spécialisation. On a donc une contribution très forte des communautés microbiennes qui vont donc induire cette minéralisation carbonatée. Donc c'est tout ce qu'on va regrouper dans les paramètres intrinsèques liés au métabolisme des organismes. Alors j'espère que je vous ai convaincu que l'organisme, oui, participe à la production carbonatée. Ça veut dire que si vous n'avez pas certains types de communautés microbiennes, vous n'aurez pas de minéralisation carbonatée. Ça ne fonctionnera pas. Donc, mais est-ce que ce sont les seuls facteurs? En fait, ça, c'est la question qu'on peut se poser. Parce qu'on voit bien qu'il y a des facteurs environnementaux qui jouent, mais ils sont très locaux. C'est-à-dire, c'est juste votre tapis est soumis à une immersion, votre tapis subit une tempête. Mais qu'en est-il, en fait, des facteurs de contrôle externes? C'est-à-dire que le fait d'être géologue, je dirais l'apport que des gens comme moi peuvent donner à cette technique, puisque c'est resté pendant très longtemps, en fait, parce qu'il y a énormément de collègues qui travaillent enfin énormément, il y a des collègues qui travaillent sur ces aspects-là et qui essayent véritablement de regarder est-ce que certaines communautés vont donner certains minéraux, est-ce que ce minéral va avoir telle ou telle forme. Nous, enfin moi en tout cas, je suis sédimentologue, donc j'ai essayé d'intégrer ça à une échelle plus large, et j'ai essayé de comprendre comment je pouvais allier les deux discours, puisqu'en fait ce ne sont pas des communautés qui se parlent forcément, donc il faut arriver à mettre en commun les microbiologistes avec des gens comme moi, qui sont des sédimentologues, et de changer d'échelle, et vous allez voir que c'est important de le faire, parce que ça va nous permettre de bien comprendre comment ces organismes se développent et se mettent en place. Alors pour ces facteurs intrinsèques, alors dans la littérature, ce qui est communément reconnu, on va dire, c'est que ces bactéries, elles ont une capacité de piégeage. Vous voyez, alors vous devinez, là il y a des petits grains qu'on appelle des zooïdes, ce sont des petites billes carbonatées qui sont piégées entre les taches marron, et les taches marron que vous voyez ici, en fait, correspondent à des communautés microbiennes. Et puis, vous avez un mode de croissance qui peut être différent dans ces bactéries. Alors là, certains collègues ont montré qu'il y avait des cyanobactéries ou des bactéries qui poussaient verticales, et il y en a d'autres qui poussent en amas. Et on s'est aperçu que la nucléation du carbonate en association avec ces métabolismes microbiens ne générait pas les mêmes structures qui seraient préservées ou qui seront préservées dans le registre fossile. Donc là, on en est là à cet état, à ce niveau de connaissance. Donc on comprend que les cyanobactéries, de par leur métabolisme, vont agir sur la minéralisation, qu'en plus elles sont capables d'attraper dans leur environnement d'autres grains qui ne sont pas liés à leur précipitation carbonatée. Mais en fait, est-ce qu'il existe d'autres propositions ou d'autres visions qu'on pourrait apporter pour comprendre ces mécanismes? Alors pour ça, nous, on est allé travailler à Cuba. Avant un ouragan, après un ouragan, encore, il y en a eu un cette année qui est dévastateur. Donc on a travaillé ici sur cette île qui est l'île de Cayo Coco. Alors en fait, elle est séparée de Cuba, de l'île principale, par ce qu'on appelle un pédraplène. En fait, c'est une route qui traverse ici cette lagune. Et en fait, de façon tout à fait inopinée, on était parti faire tout à fait autre chose. J'allais regarder la barrière de corail, et en fait, on s'est arrêté ici, et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'activités microbiennes dans ces lagunes. Et donc, on a essayé, on s'est dit, voilà, on va lancer un projet de recherche il y a quelques années avec un collègue de Bordeaux, et puis on a encadré des thèses, et ça a donné les résultats que je vous présente aujourd'hui. Alors, on a travaillé à différentes échelles, l'échelle du géologue, c'est-à-dire on a essayé de comprendre la microbialité dans son environnement. On a fait des caractérisations à toutes les échelles d'observation, depuis macro, méso, micro.
Et puis, bien sûr, on a essayé d'utiliser un petit peu toutes les techniques qui étaient à notre disposition, des techniques telles que, bien sûr, les diagraphies, on a utilisé aussi du confocal, on a utilisé des microscopes électroniques à balayage, enfin toutes les techniques un peu modernes hein, qui étaient à notre disposition pour caractériser ces objets à petite échelle et regarder la minéralisation. Alors sur les objets cubains, eh bien, il y en a qui sont très peu minéralisés et puis il y en a qui sont de plus en plus minéralisés avec des belles croûtes carbonatées qui peuvent être alors moi je trouve ça beau, mais effectivement tous mes collègues ne trouvent pas ça beau. Mais ce sont toutes ces structures en tout cas résultent de l'activité des tapis microbiens. Et puis parfois il y en a qui sont ce que l'on appelle cryptiques, c'est-à-dire que quand vous découpez une bulle de ces objets-là, bien, sous cette bulle, vous pouvez voir une activité microbienne ici, avec un tapis que l'on appellera cryptique, donc qui se développait tout simplement en l'absence de lumière. Donc vous aurez d'autres communautés, hein, quand on fait de la génomique sur ces communautés-là, on s'aperçoit qu'elles sont différentes des communautés qui se développent à la lumière. Puis cryptique aussi, vous voyez, donc ça c'est une petite carotte qui a été faite dans de la boue carbonatée, puis vous avez des petites fissures qui sont liées aux activités des racines, dans lesquelles on peut retrouver une activité microbienne. Alors pourquoi Cuba? Eh bien, en fait, on a travaillé ici dans ces lagunes, vous voyez des petites flèches blanches qui vous montrent qu'en fait, on a une connexion avec le milieu marin ouvert et que plus on se déplace dans toutes ces petites lagunes, dans tout ce petit réseau de lagunes, on va aboutir à cette lagune-ci où on a trouvé une grande diversité de tapis microbiens de par leur forme et puis de par leur composition. Et puis aussi, on a trouvé des tapis qui étaient en cours de minéralisation. Donc on s'est focalisé là-dessus, on est retourné 3-4 ans de suite hein, et on a étudié ces dépôts-là. Alors voilà l'aspect qu'ont ces tapis. Hein. Donc vous avez ici des dépôts qui sont fossiles hein, en quelque sorte, et puis pas très vieux mais fossiles. Et puis vous avez le tapis, on va dire, des 18 derniers mois qui est dans la partie supérieure. Donc on a fait des études fines à l'intérieur de ces dépôts-là, de ces petites colonnes. Et puis on a caractérisé le fonctionnement, le métabolisme de ces tapis de façon à voir si ce sont eux qui contribuent à la production carbonatée qu'on va retrouver dans la lagune, un petit peu plus profond. Alors quand même pour vous faire montrer l'interface avec le monde de la biologie, hein, donc on a fait un petit peu de détermination avec les principales communautés qui participent. Donc ici on a des cyanobactéries qui sont illustrées. Ici vous avez en rouge, c'est facile à reconnaître, vous avez des bactéries qui vont faire de la sulfatoréduction. Et puis vous avez des cocoïdes ici, cyanobactéries aussi, hein, la couleur verte caractéristique, bon, qui répondent à plusieurs espèces. Hein, donc on a fait ces déterminations-là. Après, je ne vous cache pas que c'est excessivement difficile hein, de savoir si exactement c'est cette espèce-là qui a contribué à la production carbonatée. On n'en est pas encore à ce degré-là de résolution, hein, même les microbiologistes, puisque toutes les études qui sont faites en laboratoire hein, isolent certaines de ces souches et on essaye de reproduire la minéralisation. Sachant que dans un tapis microbien, vous pouvez avoir plusieurs centaines d'espèces différentes, c'est excessivement difficile de savoir qui a été le contributeur. Par contre, globalement, au niveau des métabolismes, on arrive à caractériser justement l'impact de la minéralisation. Alors avec un collègue américain, un microbiologiste, ou géomicrobiologiste, on va dire, on a essayé de caractériser là. Donc il a mis des petites électrodes ici dans le tapis microbien, de manière à essayer de regarder la respiration de ce tapis pendant la journée et pendant la nuit. Donc ce qui vous fait ressortir ici un pic en oxygène au niveau du tapis vert qui fait la photosynthèse. Puis vous voyez que plus on s'enfonce dans le tapis, moins il y a d'oxygène parce qu'on entre effectivement dans le monde des communautés microbiennes où on n'a pas de photosynthèse et c'est donc la réduction des sulfates et des sulfures qui va contribuer. Donc on a fait une caractérisation ici des principaux métabolismes de façon à les mettre en évidence, à faire des différences ici à cette échelle-là. Puis vous voyez tout de suite qu'il y a une couleur verte, une couleur blanche et une couleur rouge. Donc ces couleurs correspondent à différents états, on va dire, de communautés microbiennes. Et dans les observations qu'on a faites, on a vu qu'ici, on avait des gels silicatés qui pouvaient précipiter, qui commençaient à se mettre en place. Dans le tapis rouge qui est en dessous, pareil, on a mis en évidence de nouveau ces mêmes gels silicatés. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'interface
entre ces niveaux où le métabolisme est quand même gouverné par les cyanobactéries et celui qui est gouverné ici par les bactéries sulfatoréductrices, eh bien, on a des carbonates qui vont précipiter. Donc, on a essayé de proposer, donc avec mes collègues de Bordeaux et Peter Wichert, on a essayé de proposer ici un modèle qui permet de comprendre un petit peu dans le temps, puisqu'il y a une notion de temps qui est très importante dans l'évolution de ces métabolismes, d'essayer de comprendre avec le développement dans un premier temps du tapis, avec sa diversité, son écosystème local et tous les métabolismes impliqués dedans. Et puis après, il y a une gradation, une organisation qui s'effectue ici dans ce tapis, et ils vont contribuer plus ou moins fortement à la minéralisation. Alors de gel silicaté dans l'ensemble du tapis, mais par contre, en fait, on s'est aperçu que la minéralisation du carbonate, elle s'effectuait à l'interface entre un monde, on va dire, dominé par la cyanobactérie et un monde dominé par la réduction des sulfates. Alors c'est quelque chose qui avait déjà été observé ici dans certaines lagunes et notamment au Brésil, mais je dirais que l'exemple de Cuba est l'un des premiers exemples qui montre véritablement cette précipitation du carbonate localisée précisément à cette interface. Et l'hypothèse qu'on fait, c'est de dire que ce sont des changements tout à fait particuliers ou des conditions d'acidité, d'acidification, donc de pH, qui vont induire, et la différence entre ces communautés-là et ces communautés-là, qui vont induire ici un différentiel de pH qui permettrait d'expliquer pourquoi on a une précipitation du carbonate de calcium et que tout cela peut être éventuellement préservé dans le registre fossile. Donc on montre que ces tapis microbiens ont une action de liaison, de piégeage des particules, mais on arrive à bien montrer ici par ces techniques qu'on a des organismes qui contribuent directement à la production carbonatée. Alors ce qui est intéressant, et ça c'est novateur, c'est que la plupart du temps, dans tout ce qui est proposé dans la littérature, c'est qu'on dit que cette productivité des tapis microbiens va contribuer à la formation de ce que l'on appelle des stromatolites, ou des structures microbiennes, on va dire minéralisées, organisées, laminées. Mais on sous-estime et on mésestime, donc on a proposé ici une très forte contribution, en tout cas dans les lagunes, sur la boue micritique. Parce que en fait, ces boues micritiques sont très mal connues, encore plus dans le registre fossile. Vous avez une littérature très abondante sur l'origine potentielle de ces micrites. Certains disent oui, c'est d'origine microbienne, mais on ne peut pas le démontrer. D'autres disent non, c'est de la précipitation chimique, comme vous pouvez avoir dans certains lacs, notamment si vous allez dans le Jura, vous allez avoir ce qu'on appelle des whitings, donc ces phénomènes de blanchiment dans les lacs, qui sont liés à la surconcentration du carbonate de calcium. Donc ici, en fait, on propose directement, parce qu'on a fait différentes mesures, aussi isotopiques, sur ces boues carbonatées, je vous en parlerai juste un petit peu après, qui permettent de dire que, effectivement, peut-être qu'une grande partie de ces boues micritiques ont une origine ici de ces tapis microbiens. Et on va voir pourquoi. Et pourquoi, en fait, ils n'ont pas été préservés comme ceci. Alors justement, ça, on ne peut pas y répondre en faisant la microbiologie. Pour ça, il faut changer d'échelle. Donc on a essayé de changer d'échelle de travail. Donc là, je remets ma casquette de sédimentologue avec laquelle je suis beaucoup plus à l'aise. Et on a travaillé donc à l'échelle du bassin. Et on a essayé déjà de comprendre pourquoi on avait des microbialites ou des microbialmates. Est-ce qu'il y a une relation entre leur répartition, leur minéralisation spatiale? Et est-ce que j'ai des formes différentes? Et si j'ai des formes différentes, qu'est-ce qui me permet d'expliquer que j'ai des formes différentes? Donc, on a travaillé, vous l'avez vu, dans ces lagunes, qui sont des lagunes qui sont restreintes de plus en plus, celle-ci étant la plus protégée, la moins en connexion avec le système marin ouvert, même si vous avez des rentrées d'eau marine ici par une barrière qui permet de maintenir un équilibre et d'avoir toujours de l'eau, en fait, dans ces lagunes. Quand on s'éloigne de ces lagunes et qu'on va dans le milieu qui est sous influence marine toute l'année, eh bien, on n'a pas trouvé, en fait, on n'a pas du tout observé de maths microbiens ici, en milieu marin normal. Il a fallu aller dans ces lagunes pour pouvoir les observer. Alors, on a fait de la chimie, on s'est amusé à mesurer la chimie, à montrer cette restriction, puisque je vous parle de restriction, mais il y a bien une restriction chimique qui opère
entre une composition ici marine normale, des eaux de mer normales, en termes de salinité, en termes de composition ionique, et puis quand on se déplace vers les petites lagunes, eh bien, on a une surconcentration en certains ions qui va favoriser, bien sûr, la précipitation du carbonate de calcium dans ces secteurs-là. Mais en fait, on s'est même posé la question, on s'est dit, mais alors, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas là? Pourquoi est-ce qu'il y en a là? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup ici? Et on a essayé de regarder le réseau complet de ces objets-là, et on s'est aperçu qu'en fait, c'était comme au San Salvador, et que l'organisation des lagunes du San Salvador, ou des lagons, résultait en fait d'anciennes dunes éoliennes qui avaient été envahies par la mer au cours de la dernière transgression, et donc ces lagunes en fait sont des domaines interdunes. Ici pour le San Salvador, alors eux ils n'ont pas de mérite, je vais dire en quelque sorte, parce qu'ils ont préservé toutes les structures dunaires entre leurs cordons littoraux, alors que nous, ici en fait, quand on regarde précisément la nature des sédiments qui sont ici, eh bien on s'aperçoit qu'effectivement ça pourrait être un sédiment éolien, mais comme tout est abrasé, tout est érodé, on ne préserve plus ces structures-là. Mais par contre, quand on se déplace un petit peu plus loin à Cuba, eh bien on va retrouver des dépôts éoliens. Donc la proposition qu'on a faite ici pour expliquer cette restriction, c'est de dire qu'en fait, on a une restriction qui est liée à la physiographie, c'est-à-dire que c'est la présence de ces anciens champs dunaires qui s'étaient mis en place au cours de la dernière glaciation, qui ont été ennoyés ensuite au cours de la transgression, qui ont fait lieu et place et qui ont permis la prolifération de ces mates microbiens, puisque on leur permet localement d'arriver à une saturation qui est favorable à la minéralisation et au développement de ces mates microbiens. Alors, on a fait une cartographie à différentes échelles où on a fait une zonation des différents secteurs de ces lagunes, avec des secteurs qui sont toujours émergés et puis des secteurs, vous voyez, qui sont toujours sous eau. Et on a essayé de montrer qu'il pouvait y avoir des différences d'organisation à l'intérieur de ces lagunes. Alors on y est allé pendant des périodes où il faisait chaud, sec, et puis on y est retourné pendant des périodes où c'était plus humide, et vous voyez qu'on peut avoir une invasion ici de l'eau dans certains secteurs qui normalement sont exondés. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait un contrôle quand même sur la diversité, la répartition dans ces différentes zones, donc la zone complètement émergée, la zone complètement inondée, et on s'est aperçu qu'on avait des structures avec des morphologies et des minéralisations différentes suivant ces secteurs de la lagune. Alors, quand on est dans la zone tout à fait émergée, c'est-à-dire toujours sous eau, en fait on a une très épaisse croûte ou activité microbienne. Par contre, ça ne minéralise jamais. Et quand on se déplace vers les bordures, donc là où c'est de temps en temps émergé, eh bien là, on va avoir une grande diversité de tapis microbiens, et puis ils seront minéralisés. Et quand on se déplace vers la zone tout à fait extrême ici, en fait, on ne préserve plus rien, puisque vous êtes sans arrêt émergé, vous avez l'abrasion, vous avez le vent, et toutes vos structures sont détruites au fur et à mesure. Donc, on a continué notre étude et on a donc essayé de comprendre quels étaient les facteurs qui contrôlaient la répartition et la minéralisation de ces objets-là. Alors, vous voyez que ça peut être laminé plan, et ici, ce sont les structures qui sont non minéralisées. Donc, quand on est dans la zone qui est complètement émergée, eh bien, on peut avoir un petit peu de minéralisation. Vous avez des objets qui sont préservés ici dans ce secteur qui est jaune. Sauf que, comme je vous le disais, le fait que ce soit soumis à l'intempérie la plupart du temps, eh bien, vous n'aurez pas de préservation. C'est-à-dire que ça minéralisé, mais ça n'est pas préservé. Donc, pour une préservation dans le registre fossile, ça ne va pas fonctionner. Ici, vous avez la fenêtre, je dirais, optimale de développement de ces microbialites, et c'est là qu'elles minéralisent le plus facilement. Alors, vous pouvez avoir des périodes où vous avez un niveau d'eau important dans les lagunes, et puis des périodes où vous avez des niveaux relativement faibles d'eau. Ça veut dire que ce sont des périodes qui sont parfois émergées, parfois exondées. Tout ça va particulièrement aider la minéralisation et la préservation de ces structures. Et puis, dans la partie centrale, là, on ne minéralise rien. On ne préservera rien dans le registre fossile puisqu'on n'a pas minéralisé nos structures. Donc vous voyez que les fluctuations du niveau d'eau dans ces lagunes vont avoir une influence sur la répartition
et la minéralisation de ces structures. Si on va un petit peu plus dans le détail maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une grande diversité de formes, c'est-à-dire que toutes les microbialites n'ont pas la même forme. Il y en a des plates, il y en a qui sont en boule, qui font des petites cloques, il y en a qui vont faire ce qu'on appelle des pustules, parfois elles sont associées, parfois elles forment même ce qu'on appelle des petites plages, des petites rides. Donc vous voyez qu'on peut, ou en forme de cerveau, comme les coraux. Donc vous voyez qu'on a plein de formes différentes, et donc on a essayé de regarder s'il y avait une logique, si c'était un contrôle aléatoire ou non. Et en fait, on s'est aperçu, bien sûr que non, et que, en fait, quand on est ici, on a des formes très complexes qui peuvent se développer, et quand on est dans ce secteur-là de la lagune, par contre, c'est des formes très plates, sans différenciation. Donc on a essayé de comprendre. On a regardé un petit peu quelle était la direction du vent, comment était l'orientation de cette lagune. Et on s'est aperçu, donc effectivement, on avait un contrôle de vent dominant, c'est-à-dire que le vent dans cette région de Cuba souffle. Alors on est retourné à la station météo, on a fait des études sur les 30 dernières années, et on a regardé, on a fait des moyennes, et on a regardé que la direction moyenne du vent dans cette lagune est toujours à peu près selon la même orientation, et qu'il y a probablement un contrôle de l'énergie, de l'hydrodynamisme sur la morphologie de ces structures microbiennes. Les plus complexes étant dans la zone soumise au vent le plus souvent, et les structures plates étant dans la zone la plus protégée. Et puis, il y a un autre facteur qui va être important. Alors, à la fois, il a un impact positif et un impact négatif. C'est ici, en fait, les tempêtes, l'influence des tempêtes. Et il se fait qu'on a pu y aller pendant des périodes où on a eu de très grosses tempêtes. Et en fait, la plupart du temps, le tapis est complètement démantelé. Il disparaît complètement. Ou alors, par chance, il est recouvert ici par des coquilles, ce qui fait que vous allez préserver votre tapis microbien qui était en cours de minéralisation grâce à l'influence de ces tempêtes. Puis il y a des facteurs, je dirais, d'ordre inférieur, mais qui vont également contribuer à la minéralisation et à la morphologie, on va dire, de ces structures. Ce sont, par exemple, le fait que vous puissiez développer des petits tapis ici, ici vous avez ce qu'on appelle un bedrock, ce sont vos dunes éoliennes qui ont été fossilisées et qui sont fracturées, et entre ces fractures, on peut trouver des microbialites. Ici, vous avez des fentes de dessiccation, et vous voyez que la bordure des fentes de dessiccation est marquée par un matériel un peu plus sombre. En fait, ce sont des petits tapis microbiens, des petites pustules qui se développent. Et puis ici, vous avez l'influence des racines qui va modifier la structure de ces tapis microbiens. Et tout ça avec un potentiel d'être préservé dans le registre fossile. Et la difficulté va être, dans le registre fossile, d'aller reconnaître l'influence de ces structures-là. Donc, vous voyez qu'il y a des facteurs hydrodynamiques, que ce soit l'élévation du niveau d'eau, que ce soit l'influence des tempêtes, que ce soit le vent, qui vont jouer sur ce qu'on appelle les macrofabriques, c'est-à-dire la forme de ces objets-là. Donc, vous voyez qu'on a travaillé à différentes échelles. On est parti vraiment, on a essayé de comprendre comment était la structuration je dirais la physiographie de l'ensemble de notre système, ce qui nous a permis de comprendre pourquoi il y avait des microbialmates ou pas. Ensuite, on a essayé de comprendre quels étaient les facteurs de contrôle externes qui ont joué sur la morphologie. Donc, tout ça, en fait, c'est à chaque fois un jeu entre l'influence interne, c'est-à-dire le microbe y est pour quelque chose dans la minéralisation et dans la forme des objets microbiens, et puis, à l'échelle macroscopique, eh bien, on va s'apercevoir que, effectivement, sans une physiographie particulière, sans un contexte particulier, sans des fluctuations du plan d'eau, sans un hydrodynamisme particulier, vous n'aurez pas de préservation dans le registre fossile. Donc, quelle est notre chance de préservation en fait? Donc là, je vois que j'ai déjà parlé beaucoup, donc je vais abréger un petit peu mon discours. Donc les chances de préservation dans le registre fossile, elles sont faibles. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des problèmes d'émersion, de dessiccation, vous allez avoir des problèmes de dissolution locale de votre carbonate de calcium que vous aviez réussi à précipiter, et il ne sera pas préservé. Et puis vous avez ce qu'on appelle des organismes fouisseurs ou qui vont se nourrir en fait de ces tapis microbiens.
C'est d'ailleurs l'une des hypothèses qui est communément admise à la limite, on va dire, entre le précambrien et le phanérozoïque, avec le développement d'une diversité de métazoaires très importante qui aurait pu contribuer à réduire, on va dire, l'intensité de cette activité microbienne. Alors en fait, voilà, en fait, ça nous amène à la question, mais qu'est-ce qu'on va préserver dans le registre fossile? Alors, je pense que je suis en dehors du temps, donc je vous propose c'est pas grave, j'ai une capacité élastique à réduire, donc je vais juste passer directement à la préservation. Voilà, hop, je parle beaucoup. Toujours une caractéristique. Ça doit être la caractéristique des Belges. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la préservation dans le registre fossile? Donc là c'est mon autre métier, c'est mon métier de sédimentologue où je lève des coupes et où j'essaye de comprendre avec un marteau en allant sur le terrain. Donc là, c'est un exemple qui a été travaillé aux États-Unis. Dans le Trias, donc on est beaucoup plus ancien, là on remonte à 150 millions d'années, et on a trouvé, tout ça pour vous dire, qu'on a trouvé des structures qui ressemblaient très fortement à toutes celles, enfin plus exactement, je les avais trouvées avant, et je suis allée voir dans l'actuel pour essayer de comprendre comment ça marche. Ici, vous avez des microbialites, c'est le même environnement, on est dans un environnement de lagon, et là, vous avez des structures qui sont, vous voyez, vaguement laminées, et qui sont des structures biosédimentaires, parce que probablement liées à l'activité de ces microbialites. Donc on a fait la même étude, j'avais fait la même étude en parallèle dans le Trias, et on avait réussi à montrer qu'en fait on avait une répartition de ces microbialites qui n'était pas tout à fait la même suivant le secteur du bassin où on avait travaillé. Ici, vous avez de très jolis microbialites qui sont préservés, et dans la partie nord du bassin, il n'y a pas de microbialites préservés. Ce qui nous a amené plus récemment à proposer des reconstitutions sur ces environnements du Trias, où vous avez donc les mêmes objets, c'est exactement les mêmes objets que je vous ai montrés à Cuba, sauf qu'ils sont répartis ici dans ce secteur du bassin, et ici, en fait, on a des structures microbiennes, mais qui sont très mal préservées, qui sont préservées sous forme de vagues structures d'origine microbienne, et on a fait la même étude que pour Cuba, c'est-à-dire qu'on a réussi à montrer qu'en fait, il y avait un contrôle particulier de la physiographie. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans ce bassin des États-Unis, eh bien, en fait, on a deux sous-bassins qu'on a pu mettre en évidence parce qu'elles avaient un contexte sédimentologique, un contexte géochimique et un contexte géodynamique qui étaient différents. Et tout ça a des conséquences sur la minéralisation et la préservation de ces structures microbiennes. C'est pareil, on a fait les études à la mésoscale, à la macroscale, et en fait on peut faire un parallélisme entre ces différents objets. Bien sûr, on ne peut pas remonter au métabolisme quand on travaille dans le Trias. Par contre, on a quand même des produits de minéralisation qui nous permettent d'approcher, on va dire, la compréhension des systèmes. On a des mésostructures qui sont très semblables entre le Trias et Cuba. Et puis, on a des macrostructures qui pourraient être expliquées justement par la physiographie des bassins dans lesquels on est. Donc, ça résulte bien, et c'est vraiment le matraquage de mon discours, ça résulte bien d'une relation entre une activité microbienne et des paramètres extérieurs. Alors, je finis là-dessus. Si je fais une petite relation simple, au départ, on a des mates microbiens, ça on peut le voir dans l'actuel. Soit vous avez de la minéralisation, et ça formera un tapis ici qui est minéralisé, qui préservera sa structure. Soit vous allez former quelque chose qui est hybride avec un petit peu de minéralisation mais très peu, ou alors vous n'avez pas de minéralisation et dans ce cas-là, le potentiel de préservation est quasiment nul. Alors je vous dis quasiment nul parce qu'on a fait une étude récente, là on est en train de le publier, qui montre que quand tout va bien, c'est-à-dire que vous avez un mate microbien, que le métabolisme a été bon, que la minéralisation associée est bien, eh bien vous allez former le microbialite, vous allez le préserver dans le registre fossile.
On a réussi à montrer que c'est un contributeur, à mon sens, très important des boues carbonatées, ce qui permettra de revisiter dans l'ancien la compréhension qu'on a de ces boues carbonatées avec des proxys et des méthodes et des outils géochimiques qui nous permettent de mesurer en fait cette activité microbienne. Et puis vous voyez que quand ça ne minéralise pas, ben, c'est bien embêtant. Et pourtant, ben, dans les études qu'on vient de faire, on arrive à retrouver, dans ces carottes ici, on arrive à retrouver les indices des biomarqueurs et des signatures géochimiques qui sont tout à fait particulières, qui nous permettent de dire que peut-être qu'effectivement, l'activité microbienne peut être préservée. Par contre, ça devient plus compliqué, alors là on ne voit plus grand-chose, mais ça devient plus compliqué quand vous mettez de la diagenèse et que vous partez vraiment dans le registre, on va dire, ancien. Donc là, je vous demande juste de regarder les couleurs. Donc vert, c'est bon, tous les curseurs sont ouverts, sauf si on a une diagenèse très très intense. Pour ce qui est de la micrite, ben, on arrive à le démontrer quand on travaille dans l'actuel. Dans le registre fossile, de faire un lien, c'est très difficile parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une micrite qu'une autre micrite. Et puis, quand on travaille sur des objets non minéralisés, ben, parfois vous allez avoir des structures sédimentaires qui vont être préservées. Avec un peu de chance, elles vont subir la diagenèse, mais elles seront quand même préservées, donc vous aurez de bons indices d'une activité microbienne dans le registre fossile. Par contre, pour tout ce qui est biomarqueurs et pour tout ce qui est géochimie, là, il va falloir être beaucoup plus prudent dans les interprétations qu'on fait, mais je dirais que ce sont des pistes, et ce sont des pistes qui vont évoluer avec le temps. Donc, j'espère que je vous ai convaincu que de travailler dans l'actuel, c'est fondamental, en tout cas c'est une expérience pour moi qui est indispensable, mais ça n'empêche pas qu'on retourne dans l'ancien et que du coup on se pose des questions sur beaucoup des structures qui avaient été interprétées d'une certaine façon dans le registre fossile. Je pense qu'il faut, à la lumière des techniques dont on dispose aujourd'hui, revenir un petit peu et ne pas hésiter à dire qu'on s'est trompé ou que de toute manière c'était l'état de connaissance à un moment donné et que maintenant on dispose de plus d'informations pour répondre à tout ça. Et bien sûr, tout ça, je ne le fais pas toute seule. Je le fais parce que j'ai des collègues et des amis avec lesquels on travaille et on essaye d'échanger le plus possible. Voilà, je vous remercie.